Pour commencer ce nouvel épisode de Bâtir pour soi, j'aimerais vous demander si vous vous êtes déjà dit ces quelques phrases. Je ne mérite pas vraiment d'être là. Un jour, ils vont se rendre compte que de toute façon, je suis pas à la hauteur. Oh, mais j'ai juste eu de la chance. Vous savez, si vous avez déjà minimisé une réussite ou attribué un succès à la chance, pensez que vous n'étiez pas assez compétent, pas assez légitime, pas assez prêt. Alors qu'objectivement, vous avez travaillé et vous avez les compétences et surtout les résultats sont là. Si vous vous êtes reconnu, alors bienvenue dans un mécanisme extrêmement répandu et que vous connaissez tous, le syndrome de l'imposteur. Et aujourd'hui, on va comprendre pourquoi ton cerveau agit de cette façon. Le syndrome de l'imposteur, c'est ce sentiment persistant d'être une fraude malgré les preuves objectives de tes compétences. Quelques chiffres nous venant de plusieurs revues scientifiques et travaux nous montrent qu'entre 60 et 70% des personnes ont ressenti au moins une fois dans leur vie le syndrome de l'imposteur. Et surtout, ça touche aussi bien les étudiants, les professionnels, les managers, les sportifs et même les scientifiques les plus renommés. Et attention, c'est pas juste un peu de doute, c'est un schéma qui est vraiment récurrent. Minimiser ses réussites, attribuer ses succès à la chance et surtout attendre d'être parfait avant de se sentir légitime. Alors qu'est-ce qui se passe dans le cerveau quand on se retrouve sous l'effet du syndrome de l'imposteur ? Pour bien comprendre, on va s'intéresser à deux choses, le cortex préfrontal et le système de récompense. Le cortex préfrontal, c'est la zone de la pensée consciente, c'est la zone de l'évaluation et de la comparaison sociale. Quand tu te compares à d'autres, cette zone, elle s'active intensément. Mais surtout, elle ne sait pas distinguer la réalité d'une interprétation qui est personnelle. Alors, à bon escient, c'est vraiment un outil qui est fantastique pour la visualisation positive. C'est d'ailleurs vraiment beaucoup utilisé dans le milieu sportif. Mais dans son côté un peu plus négatif, ça va vraiment laisser la porte ouverte à renforcer une croyance ou une image de soi qui n'est pas la réalité, tout en pensant qu'elle l'est. Ça devient comme un amplificateur de nos croyances limitantes parce que ça ne va pas forcément vérifier la réalité et ça vient simplement construire une narration à partir de ce que tu crois déjà. Pour clarifier ce que je viens de dire, je vais vous donner deux exemples. Dans le cadre d'un feedback qui est positif, on te félicite pour un projet, donc tu réponds ah non mais c'est rien, c'était rien, l'équipe a tout fait », alors que le fait réel, c'est que ton travail a été reconnu. L'interprétation de ton cerveau, c'est « je mérite pas vraiment ce compliment ». Lors d'une réunion, il y a un collègue qui va parler avec assurance. Et ton cerveau, il va penser « ah bah il est clairement plus compétent que moi ». Alors que le fait réel, c'est simplement que ce collègue parle avec assurance. Et l'interprétation que fait le cerveau, c'est « je suis moins légitime ». En fait, ton cortex préfrontal, il vient transformer une impression en une vérité. Il va réécrire l'histoire pour rester cohérent avec ta croyance. Donc ça, c'était pour la partie du cortex préfrontal. Maintenant, on va se concentrer sur le système de récompense, la dopamine. Donc c'est un système qui va libérer, comme je l'ai dit, de la dopamine. Mais attention, c'est pas la dopamine du plaisir. C'est un système donc, qui vient libérer effectivement de la dopamine. Mais attention, ce n'est pas la dopamine le plaisir. C'est l'anticipation d'une récompense ou d'un succès. En fait, quand on parle de dopamine, on entend souvent que c'est l'hormone du plaisir. La réalité est un tout petit peu différente, c'est que pour être précis, c'est vraiment cette anticipation du plaisir. Car oui, la dopamine, c'est la molécule de l'élan, de l'envie, du ça vaut le coup d'y aller. Donc elle s'active quand ton cerveau perçoit qu'une action peut mener à une récompense. L'exemple que je peux donner, c'est tu reçois une notification sur ton téléphone et c'est pas tellement le message en lui-même qui vient déclencher la dopamine, mais c'est plutôt l'anticipation de ce que pourrait contenir ce message. Donc ton cerveau, il va se dire « Ah, peut-être quelque chose d'intéressant, peut-être une bonne nouvelle » et hop, ça va libérer un pic. Au travail, c'est la même chose. Si tu crois qu'un projet peut t'apporter de la reconnaissance, de la progression, du sens, alors ton système dopaminergique, il va s'activer et il te met en mouvement. Mais attention, et c'est là que c'est intéressant, si tu doutes de ta légitimité, donc comme dans le cas du syndrome de l'imposteur, l'anticipation de récompense, elle va diminuer. Et à la place, c'est l'anticipation du risque qui prend le dessus.
Et donc, tu vas avoir des questions comme «Et si j'échoue? Et si on découvre que je suis pas à la hauteur?» Donc, résultat, tu vas avoir beaucoup moins d'élan et tu vas avoir beaucoup plus d'anxiété. Donc, chez une personne qui vit le syndrome de l'imposteur, la dopamine liée à la reconnaissance interne, elle est finalement assez faible. Et c'est plutôt celle qui est liée à la protection contre l'erreur qui est forte. Le résultat, et attention, c'est important de comprendre ces subtilités, vous allez valoriser davantage le fait de ne pas échouer plutôt que de réussir. Et ça, c'est vraiment une nuance qui est assez grande. C'est une stratégie de survie qui est mal calibrée pour la performance moderne. Alors ça, c'était un petit peu pour le côté neurosciences, mais le concret, c'est quand même un petit peu plus parlant. Et donc, je vais vous donner des exemples un peu plus poussés, professionnels et sportifs, dans différents contextes pour vraiment être sûr que ça soit clair. Imaginons un joueur de foot, Matteo. C'est les dernières minutes du match. Il y a un score à égalité, donc il y a une certaine tension. Et ce joueur, il a une occasion qui est vraiment nette devant le but, sauf qu'il va rater. Immédiatement, son cerveau, il interprète « j'ai fait perdre l'équipe, tout le monde l'a vu, je ne suis pas à la hauteur ». Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est son système d'alerte qui va s'activer. Tension musculaire, respiration courte, pensée envahissante. Il va être focalisé sur l'erreur. Et il y a deux choses qui se produisent, une suranalyse du geste et surtout, il va se mettre à jouer beaucoup plus prudemment pour éviter une nouvelle faute. Résultat, il sort de son jeu, il sort de son côté instinctif et il va devenir beaucoup plus hésitant. Mais s'il traite l'action plutôt comme une donnée technique. Ah, mon appui était trop fermé, j'ai frappé en reculant, prochaine occasion, j'ouvre le pied, je m'avance. Son cerveau, il va passer plutôt en mode ajustement et pas en mode menace. Donc il va rester engagé dans le jeu et là, l'erreur devient une correction et pas une identité. Dans le cadre professionnel, imaginons Michael, un responsable marketing. Il présente une nouvelle stratégie à son équipe et un collaborateur va soulever une faille dans les chiffres. Là, il y a un petit moment de silence, de gêne. Le premier réflexe cérébral, c'est « Ah bah, je suis pas crédible. Je suis pas crédible, j'ai pas été assez rigoureux. » Il va se fermer, il va se justifier excessivement et c'est là où son cerveau de survie va parler. Mais s'il répond plutôt « Ah, bah bonne remarque, on va affiner cette hypothèse, on va ajuster les projections », il transforme l'erreur en une amélioration collective. Et son cerveau active les circuits d'apprentissage et de coopération, pas ceux de défense. Alors, ce qu'on observe dans les deux cas, c'est que ce n'est pas l'erreur le problème. C'est la menace perçue qui l'est. Quand l'erreur touche à l'ego, le cerveau il va vraiment venir se rigidifier. Mais quand ça devient juste une information, c'est là où le cerveau progresse. Alors maintenant qu'on a posé les bases, et je pense que là tout le monde a compris avec les exemples, je sais, je vous entends, vous vous posez la question de pourquoi ça arrive et pourquoi ça persiste. Il y a deux éléments de réponse à cette question, et comme très souvent avec le cerveau, vous verrez que ça tire son origine dans notre évolution. La première des choses, c'est la comparaison sociale permanente. La comparaison, elle active le cortex préfrontal et elle va générer un biais de supériorité perçu chez les autres. Pourquoi ? Le cerveau, il déteste le vide. Si vous êtes un auditeur assez fidèle, je pense que vous l'avez compris, je le répète très souvent, mais le cerveau déteste le vide et surtout le cerveau interprète toujours. Quand on ne connaît pas toute la facette d'une autre personne, le cerveau il va vouloir remplir ce qu'il ne connaît pas, remplir le vide, remplir les blancs. Et donc, il va avoir tendance à les remplir de façon positive. Ce biais cognitif de vouloir toujours percevoir les autres finalement comme une menace et comme s'ils étaient supérieurs à nous, ça s'explique d'un point de vue évolutif. La place dans un groupe était essentielle. Donc le cerveau, il surveille en permanence qui est le plus compétent, le plus reconnu et il se demande où est ma position dans ce groupe. Donc la comparaison, c'est un mécanisme automatique d'évaluation sociale. Mais dans notre environnement qui est moderne, avec les réseaux sociaux, les open space et une performance qui est quand même assez constante, en fait, ce système, il tourne en continu et surtout, il va amplifier les écarts qui sont perçus. La deuxième chose, c'est la peur de l'échec. Et donc, finalement, ça revient à être du perfectionnisme. Le cerveau, il préfère éviter l'erreur plutôt que chercher la performance. Pourquoi ? Encore une fois, c'est quelque chose que je vous rappelle assez souvent. Le cerveau, il n'est pas programmé pour vous faire performer. Il est programmé pour détecter les menaces et donc vous faire survivre. À l'origine, une erreur, elle pouvait coûter très très cher. Comme j'ai dit juste avant, la place dans le groupe était essentielle. Donc il y a une peur d'être exclu, il y a une perte de statut, il y a aussi le danger qui peut être physique. Tout ça a créé que le cerveau, il a développé un biais qui est très puissant.
c'est la négativité et l'évitement du risque. Mais encore une fois, pour vous maintenir en vie. Mais éviter l'erreur réduit l'exploration, diminue l'apprentissage et surtout, ça vous restreint dans votre évolution et donc dans votre recherche de performance. Alors oui, notre cerveau, il fonctionne encore avec des mécanismes qui sont hérités de notre évolution, mais c'est pas pour autant que c'est figé. On a quelque chose qui est magnifique dans le cerveau qui s'appelle la plasticité cérébrale et donc on peut entraîner nos circuits, on peut modifier nos interprétations et quelque part on peut recalibrer notre façon de réagir. Et donc je vais vous donner quelques outils pour vous aider. C'est vraiment des outils qui sont accessibles à tout le monde. Ça peut paraître assez anodin et pour autant ça va vraiment aider le cerveau à voir les choses de façon différente et se sortir de biais cognitifs. La première des choses qu'on peut dire, c'est tout ce qui va être de l'ordre des feedbacks. Dès qu'on va recevoir des emails de félicitations, des réussites documentées, c'est vraiment de relire ça. Au lieu de simplement avoir ces réflexes assez primitifs de se dire non mais c'est pas réellement grâce à moi, c'est grâce à l'équipe, j'ai pas fait grand chose. L'objectif, c'est de transférer cette preuve reçue en externe, donc la preuve à travers notamment, comme je dis, des mails. Cette preuve-là, elle soit transférée vers l'interne, vers ton cerveau. Maintenant que vous êtes au courant de tout ça, ça vous permet d'avoir un autre regard sur vous-même, de prendre du recul. Et quand vous allez avoir ces petites pensées parasites, mais qui sont encore une fois naturelles, de vous dire que bon, vous n'êtes pas vraiment légitime, c'est de relire le mail et de se dire si, ok, j'ai fait ma part du travail, je suis responsable dans le succès et je prends et j'accepte ces félicitations. Et donc c'est vraiment de reprendre le dessus en fait, c'est se dire non, là réellement j'ai fait du bon travail. Et de le faire régulièrement, c'est vraiment célébrer et se rendre compte des petites victoires qu'on a eues. Ça c'est extrêmement important. Parce que si on est tout le temps dans une stratégie un peu d'évitement, dès qu'il y a des choses positives qui sont dites à notre sujet, on ne les accepte pas, ça va pas vous aider. Le deuxième petit outil, c'est simplement d'écrire tes critères de succès. Écrire aussi tes objectifs. Alors, pour les plus assidus du podcast, vous savez que le cerveau, il adore la structure, le cadre, la routine. Et plutôt que de se dire je dois être parfaite, je dois être parfait, ou de dire à la négative je ne dois pas ou je ne devrais pas faire ça, etc. C'est plutôt d'écrire des objectifs de façon très structurée avec notamment la méthode SMART. Donc c'est des objectifs qui doivent être spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporels. Ça, c'est parfait pour le cerveau. Parce que en procédant ainsi, le cerveau, il sait directement où mettre son énergie. C'est factuel, il y a un objectif qui correspond à une méthode et donc il n'est plus en alerte permanente pour éviter finalement l'erreur, parce que c'est ça, s'il y a rien d'écrit, s'il n'y a pas de ligne directive, s'il n'y a pas d'objectif, il va faire ce qu'il sait faire en fait. Pour protéger, c'est simplement je ne veux pas faire d'erreur. Mais en disant je ne veux pas faire d'erreur, on ne va pas chercher l'objectif et le résultat. Avec cette méthode, il se mobilise, il peut agir efficacement et sans mobiliser ces fameux réflexes archaïques de survie. Le troisième outil que je pourrais donner, c'est lié à la perception qu'on a de l'erreur. Pour beaucoup d'entre nous, c'est un petit peu une fin en soi et c'est très facile, suite à une situation où il y a eu une erreur, un échec, que ça devienne comme une partie de notre identité. Finalement, se laisser définir par un échec. C'est réapprendre et voir l'erreur non pas comme un défaut, mais simplement comme une donnée neutre, une donnée pour apprendre. Le cerveau, il apprend mieux quand il détecte ce qui ne fonctionne pas, plutôt que de répéter machinalement ce qu'il sait déjà. Ensuite, encore une fois, un conseil qui est accessible à tout le monde et qu'il ne faut pas sous-estimer, c'est parler de ce sentiment d'imposteur avec un collègue, un ami. Je vous rappelle que le cerveau, il prend jusqu'à 35 000 décisions par jour, ce qui est conséquent. Quand on a des sentiments comme ça qui sont assez lourds à gérer, d'imposteur, ce sentiment d'infériorité, il faut absolument en parler. Ça va en fait simplement réduire l'impact cognitif. Le cerveau social, il se calme quand il comprend qu'il n'est pas seul. Quand on parle de cerveau social, c'est un réseau cérébral qui est assez complexe, qui notamment inclut le cortex préfrontal et qui globalement est dédié à la compréhension d'autrui, à l'empathie, aux interactions sociales, à la communication. Donc c'est c'est tout ce réseau-là, on va dire, de communication. Le dernier point, ça va être une sorte d'outil de reconnaissance interne pour apprendre, pour entraîner son cerveau à reconnaître ce qu'on a réalisé, ce qu'on a fait de bien, nos victoires. C'est chaque soir. Alors, vous pouvez le faire pendant juste une semaine, vous n'êtes pas obligé de le faire tout le temps, mais peut-être donnez-vous des petits challenges et rendez ça un petit peu ludique. Mais pendant une semaine, vous allez lister 3 choses que vous avez accomplies dans la journée. Et vous pouvez associer la compétence qui est liée à ça.
Le but, c'est vraiment d'entraîner son système de récompense interne à valider des mini-réussites ou des satisfactions quotidiennes. Et de cette façon, on va entraîner son cerveau à reconnaître la valeur de ses actions. Ça, c'est vraiment très important. Pour conclure, ce que je pourrais dire, c'est que le syndrome de l'imposteur, c'est encore une fois un mécanisme cérébral mal calibré. C'est un petit peu une sorte de garde-fou interne un peu trop sensible, mais avec de la connaissance, de la compassion envers soi-même et quelques routines conscientes. Et comme vous l'avez vu, vraiment, ça prend vraiment pas de temps. Vous pouvez réussir à réduire ce sentiment. Je pense que le plus important, et c'est tout l'objectif du podcast, c'est de démystifier des notions qu'on entend énormément. Et vous voyez, en l'espace de quelques minutes, vous comprenez que finalement, on est quasiment tous atteints, si je puis dire, de ce syndrome-là. C'est quelque chose qui nous vient de notre évolution. On n'y peut rien, mais par contre, de savoir ça, on peut se rendre compte qu'il y a des stratégies qui peuvent être mises en place, qui coûtent vraiment, mais aucun temps ou tellement peu. Répéter, 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 ça nous permet de simplement recalibrer notre façon de penser. Merci pour votre écoute. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et lui laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. À très vite pour un nouvel épisode. C'était Clémence pour Bâtir pour soi.